À la fin de sa visite officielle en Turquie, le président Ouattara a été invité à visiter des sites touristiques, historiques et religieux d'Istanbul. Visite qui s'est achevée par une croisière sur le Bosphore, un canal qui marque la limite méridionale entre les continents asiatiques et européens. Visite guidée à suivre dans ce journal. Abidjan, plaque tournante de l'éradication de la peste des petits ruminants, PPR. La capitale économique ivoirienne abrite depuis ce mardi la conférence internationale sur le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants. Enjeu, approuver la stratégie mondiale. Le ministère des Transports a choisi la prévention contre les accidents de la route en ces périodes de fête de Pâques. Le ministre Gaoussou Touré vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, lancement qui a eu lieu hier au corridor de Jesco dans la commune de Yopougon. Et puis à l'étranger, le Nigeria aura un nouveau président, Muhammadu Buhari, sortirait vainqueur de la présidentielle qu'il a opposée à Goodluck Jonathan, l'ex-général de 72 ans qui se présente pour la 4e fois à la présidentielle depuis 1999, serait élu avec 53,24% des suffrages. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Direction d'abord ce soir, la Turquie, à la fin de sa visite officielle dans le pays. Le président Alassane Ouattara, à la tête d'une forte délégation, a été invité à visiter des sites touristiques, historiques et religieux d'Istanbul. Visite qui s'est achevée par une croisière sur le Bosphore, un canal qui relie la mer Noire à la mer de Marmara et qui marque la limite méridionale entre les continents asiatiques et européens. Visite guidée avec notre envoyé spécial à Istanbul, Habiba Dembélé Saoué. La mosquée bleue fait partie des monuments religieux les plus visités d'Istanbul, appelée aussi Sultanahmet Camii. Elle est l'une des mosquées historiques de cette mégalopole, qui s'est dotée de 565 mosquées. Elle fut construite entre 1609 et 1616, sous le règne du sultan Ahmed Ier. C'était le point de départ des caravanes de pèlerins vers la Mecque et la mosquée bleue a reçu le privilège de présenter 6 minarets, fait unique au monde, car seule la mosquée sacrée de la Mecque dispose de 7 minarets. La Mecque étant le seul endroit où il doit y avoir le plus grand nombre de minarets. L'intérieur de la mosquée, qui encadre une cour de 64 x 72 mètres, est éclairé par 260 fenêtres. Ce sont ces nombreuses faïences de couleur bleue, verte et blanche qui lui ont valu le nom de mosquée bleue. Le président de la République, encore sous le charme de ce lieu religieux chargé d'histoire, a été conduit au musée Sainte-Sophie, qui a une histoire. Elle date du VIe siècle. Considéré comme la 8e merveille du monde, le musée Sainte-Sophie a servi tour à tour de basilique pendant 916 années et de mosquée pendant 482 ans. En 1935, elle est devenue finalement un musée par ordre d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Cette ancienne église est aussi appelée Hagia Sophia, qui signifie Sainte Sagesse. La construction, célèbre pour ses mosaïques à fond d'or, est couverte d'une coupole à 40 côtés, avec une hauteur de 55,6 mètres. Le bâtiment est soutenu par 107 colonnes, dont 40 se trouvent en bas et 67 à l'étage supérieur. Dans le livre d'or du musée Sainte-Sophie, le président de la République a écrit ceci: que ces édifices sont magnifiques et ils symbolisent la convergence de 2 religions majeures. C'est un symbole du vivre ensemble. Nous sommes reconnaissants pour l'hospitalité du peuple turc et nous lui adressons nos sentiments fraternels. Le musée Sainte-Sophie a été visité par le pape François en novembre 2014. Après une petite collation sur la place publique au milieu des visiteurs du musée, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique se sont rendus au palais Topkapi, qui a été la résidence officielle du sultan ottoman. Il est construit sur l'emplacement de l'acropole de l'antique Byzance. Ce palais domine la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara. Le nom Topkapi, Sarayı, signifie le palais de la porte des canons. Sa construction a commencé en 1461 sous le sultan Mehmed II. À l'intérieur du palais, des symboles religieux forts, l'empreinte du prophète Mahomet, le masque de la Kaaba, la porte d'entrée de la Kaaba. Émerveillé par cette visite, le président de la République a immortalisé son passage au palais Topkapi grâce à ces quelques lignes gravées dans le livre d'or. Nous avons été heureux
de visiter le magnifique palais, chargé d'histoire et de culture. Nous en garderons un très grand souvenir, avec tous nos remerciements pour cette belle opportunité. La visite a pris fin avec une mini-croisière sur le Bosphore, sur le yacht baptisé The Prime Time, où un déjeuner a été servi à toute la délégation présidentielle. Le Bosphore est le détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara et marque la limite entre les continents asiatiques et européens. Il est long de 42 km. Pendant 3 jours, nous avons eu un excellent séjour en Turquie, à commencer par la visite officielle à Ankara jeudi et vendredi, et évidemment la rencontre avec les hommes d'affaires. J'ai eu l'occasion de parler de ces grands événements, et aujourd'hui cela a été une journée touristique. Nous avons pu visiter la mosquée bleue, la cathédrale Sainte-Sophie et bien sûr le musée Topkapi. C'était des moments importants, chargés d'histoire, de culture. Et enfin, nous venons de faire une croisière sur le Bosphore, magnifique. Je voudrais remercier les hommes d'affaires turcs qui ont organisé cette croisière. Cela nous a donné l'occasion d'échanger et beaucoup d'entre eux comptent venir bientôt à Abidjan pour entreprendre la réalisation des différents projets dans des secteurs tels que la construction, des logements sociaux, le transport fluvial et d'autres projets. Je viens de faire cette croisière en compagnie donc, de toute la délégation, de mon époux d'abord bien sûr. J'ai été fortement impressionnée par la Turquie, qui est extrêmement développée. Les gens sont sympathiques, c'est un pays propre, chaleureux et accueillant. Et je crois que je reviendrai. Istanbul est la plus grande ville de Turquie, avec ses 16 millions d'habitants. Et cette ville historique est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les groupes religieux sont représentés dans cette métropole, ce qui fait de la Turquie un pays tolérant, accueillant et ouvert, où le vivre ensemble est une réalité. Retour à Abidjan avec ses interrogations. Comment se porte le partenariat Côte d'Ivoire-Banque mondiale? Quelles stratégies de développement incluses dans cette collaboration? Ces principales questions ont été abordées ce lundi par le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana. On fait le point avec Gabriel Zani. À la fin du premier trimestre de l'année, une rencontre périodique avec le représentant de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire en vue de faire le point de la coopération entre l'institution et le pays s'impose. Ce lundi 30 mars, à la primature, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, a reçu Ousmane Diagana, le directeur des opérations de la Banque mondiale, attaché à certains pays de l'Afrique de l'Ouest, pour faire justement la revue des stratégies de développement incluses dans le partenariat Côte d'Ivoire-Banque mondiale. Il s'agissait d'abord de lui rendre compte des consultations que nous avons menées ici à Abidjan, mais également à l'intérieur du pays, avec plusieurs groupes. Nous avons échangé avec Monsieur le Premier ministre afin de permettre à la Côte d'Ivoire de consolider les résultats fort probants sur le plan macroéconomique qu'il a engrangé, donc faire que la croissance soit encore beaucoup plus forte, plus robuste. Les priorités du gouvernement ont été aussi abordées pour une révision plus juste. Ces priorités concernent l'éducation, le renforcement des infrastructures en vue de favoriser la création d'emplois. Chose qui permettra à la Banque mondiale de financer dans les années à venir des projets de développement. Mais selon Ousmane Diagana, la Côte d'Ivoire doit continuer à faire des réformes structurelles significatives pour une croissance encore plus forte et inclusive. Ce qui permettra au secteur privé de continuer à investir dans le pays, a-t-il conclu. Le gouvernement ivoirien entend mettre fin à la circulation de milliers de passeports frauduleux. Une mesure d'annulation de passeports diplomatiques et de services non biométriques est en cours. Face à la presse, hier, le ministère des Affaires étrangères a expliqué les raisons qui motivent ce choix. Marie-Laure Magniessé, Gabriel Zani. Les passeports diplomatiques et les passeports de services non biométriques ne sont plus valables en Côte d'Ivoire depuis le 15 mars 2015. Seuls les passeports diplomatiques et de services biométriques à puce sont autorisés. En mai 2011, 74 000 passeports officiels de l'État de Côte d'Ivoire étaient en circulation, des passeports acquis en partie de manière frauduleuse.
Une situation qui jette un discrédit sur le pays. Le président de la République a mis fin à la circulation des anciens passeports diplomatiques et de services non biométriques. Et définitivement, nous sommes entrés dans l'ère de ces passeports biométriques à puce pour les passeports diplomatiques et de services, avec pour objectif donc de permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver la crédibilité qu'elle a perdue. Entre 64 000 passeports, nous sommes aujourd'hui à environ 11 000 passeports. Cette disposition prise par l'État ivoirien produit déjà des bénéfices pour le pays. Certains pays déjà sont entrés en négociation avec nous pour pouvoir permettre aux bénéficiaires de ces passeports officiels d'avoir accès à leur territoire sans visa. Les passeports diplomatiques et de services peuvent être délivrés à différents titres. Ces passeports officiels peuvent être délivrés à titre normal, à titre de courtoisie et à titre exceptionnel. La 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire prévue le 20 avril prochain sera présidée par le chef de l'État. La conférence réunira 47 ambassadeurs ivoiriens pour évoquer l'orientation de la diplomatie. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques informent les populations ivoiriennes que, compte tenu de l'affluence constatée dans les guichets, les audiences foraines 2015, prévues pour prendre fin le 31 mars 2015, se poursuivent jusqu'au 30 avril 2015, délai de rigueur. En conséquence, ils invitent les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus concernés par cette opération à se rendre dans les guichets des sous-préfectures de l'intérieur du pays et des mairies d'Abidjan pour y accomplir les formalités en vigueur. Des hommes d'affaires français sur le sol ivoirien depuis hier. Ils sont originaires de Bordeaux. Ils disent être intéressés par des projets d'investissement dans plusieurs secteurs d'activité. Ce mardi, la délégation a échangé avec les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie au plateau. Francis Boifo. L'amélioration de l'environnement des affaires à travers le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, et les nombreux chantiers engagés attirent de plus en plus les opérateurs économiques français. Ce que les participants recherchent ici, c'est de trouver des partenaires ivoiriens, soit pour investir, soit pour créer ici une dynamique de collaboration entre Ivoiriens et leurs entreprises, comme la construction, comme l'agroalimentaire, les fournitures électriques, le solaire, la pharmacie. Nous avons besoin de nous développer. Et la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire a besoin de prendre un statut encore plus élevé et nous ne pouvons pas le faire seuls. Et nous allons signer des accords de coopération avec la Chambre de commerce de Bordeaux. Cette mission de prospection économique des hommes d'affaires de la ville de Bordeaux et d'autres issus du club Entreprise Bordeaux Afrique est la 4e du genre en terre ivoirienne. Elle va durer 5 jours. En économie toujours, la seconde édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne, FIFAS 2015, se tiendra ici à Abidjan du 15 au 17 juin prochain. L'objectif de cette rencontre est de promouvoir l'inclusion financière et la bancarisation des faibles revenus à travers le mobile banking, la microfinance et la microassurance. Des précisions faites aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Lansine Bakayoko. Mettre en place des mécanismes de financement et de bancarisation susceptibles d'améliorer l'accès aux ressources des petites et moyennes entreprises PME. Bien plus, créer un modèle africain capable de soutenir de façon durable la dynamique de croissance économique sur le continent. Voilà l'enjeu de la 2e édition du FIFAS, le Forum international de la finance en Afrique subsaharienne, prévu du 15 au 17 juin prochain à Abidjan. Sur le chantier des PME, il s'agit d'adapter l'offre de financement aux besoins des porteurs de projets. Nous visons les petites et moyennes entreprises. Et donc l'objectif sera donc pour nous de contribuer par la création de produits appropriés au relèvement du taux de bancarisation dans notre zone. Ce forum orienté vers les réalités économiques de l'Afrique subsaharienne se veut aussi une plateforme de réflexion collective afin de trouver des solutions aux autres problématiques de développement de l'espace africain. On a un problème au niveau de l'inclusion financière. Donc l'idée de ce forum, c'est de dire qu'il va falloir qu'on regarde est-ce que le modèle bancaire que nous avons n'est peut-être pas très adapté et c'est ça qui crée ce déphasage entre les banquiers et les produits qu'ils offrent et la plupart des populations d'Afrique subsaharienne qui sont des populations à faible revenu mais qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle bancaire. Il s'agit surtout de promouvoir l'évolution des marchés financiers pour qu'ils puissent jouer leur rôle d'outil de financement.
les modes de financement alternatifs au système bancaire classique, tels les fonds de placement commun, le capital investissement, la finance islamique et l'épargne de la diaspora viendront également enrichir la palette proposée aux entreprises. Le forum regroupera environ 350 participants issus des milieux financiers et du secteur privé. Ce sont plus de 20 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique qui sont attendus. La première édition du FIFAS s'est tenue en 2013 à Douala, au Cameroun. Je vous le disais en titre, Abidjan est également plaque tournante de l'éradication de la peste des petits ruminants, PPR. La capitale économique ivoirienne abrite depuis ce mardi jusqu'à jeudi, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la conférence internationale sur le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants. À terme, la rencontre devrait approuver la stratégie mondiale de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants, une pathologie animale qui peut toucher jusqu'à 90% d'un troupeau et décimer 70% des animaux infectés. L'éclairage du Gervais Blais. La peste des petits ruminants, maladie très répandue, virulente et dévastatrice, a des impacts significatifs sur l'économie, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des éleveurs. Ce sont près de 2 milliards de petits ruminants qui sont menacés dans plus de 70 pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale OIE, en choisissant Abidjan pour conjointement organiser la conférence internationale pour l'éradication et le contrôle de cette maladie animale, marque leur volonté de la voir disparaître du monde. Nous avons tous les outils pour y arriver. Il nous manque seulement une volonté politique commune de toutes les régions et pays infectés en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Il nous manque des ressources pour appuyer les pays infectés les plus défavorisés. Et il nous manque une coordination mondiale, régionale et nationale. La conférence d'Abidjan va proposer une stratégie mondiale. Une fois adoptée par consensus, des mécanismes pour sa mise en œuvre seront élaborés. L'initiative prise par la FAO et l'OIE d'accompagner les 73 États touchés par la peste des petits ruminants à retrouver un statut de pays indemne et de confirmer l'absence de circulation du virus dans le monde est louable et appréciable. Elle mérite le soutien de tous les États du monde. Objectif pour tous, en finir avec la peste des petits ruminants d'ici à 2030. Objectif tenable pour le directeur général adjoint de la FAO avec l'engagement national et international. Une réunion de haut niveau sur l'engagement et l'appui est prévue à cet effet jeudi, 3e jour de cette conférence internationale d'Abidjan. En bref, retenez que la Côte d'Ivoire, première puissance agricole d'Afrique de l'Ouest, relance du 2 au 12 avril prochain son Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2015, interrompu depuis 1999. Thème de ce salon, la promotion de l'investissement agricole durable. Ce grand rendez-vous vise à attirer des opérateurs qui viendront aider le pays à valoriser sur place ses principales productions en croissance de 9% par an sur les 3 dernières années pour les cultures de rente, dont le cacao, et de 25% pour les cultures vivrières. Hier lundi, une équipe de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, était au cabinet d'Afoussiata Bambalamine. La ministre de la Communication s'est fait enrôler à la couverture maladie universelle. Elle exhorte la population à en faire de même, surtout que l'opération est gratuite. Ben Touré, Hamza Diaby. Enregistrement d'empreintes digitales, prise d'une photo d'identité. Encore une signature et Afoussiata Bambalamine est enrôlée pour la couverture maladie universelle. La ministre de la Communication reçoit ici son récépissé en attendant sa carte semi-intelligente. Si vous ne vous faites pas enrôler, pour moi, qui est la première des choses, il est évident que vous n'allez pas pouvoir bénéficier effectivement de tous les droits qui sont attachés à cette carte d'assurance. Vous savez que c'était une exigence du président de la République de pouvoir l'offrir aux populations parce qu'il estime qu'avoir effectivement accès aux soins est un droit fondamental pour les populations ivoiriennes. Donc c'est pour ça que ce vœu et cette promesse qu'il avait faite pendant la campagne a été donc réalisée aujourd'hui. C'est une réalité concrète. Donc il faut que les populations y croient.
La CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, à travers ses kits mobiles, déploie ses hommes sur le terrain afin d'enrôler le maximum d'Ivoiriens, quand on sait que 85 à 90% de la population ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Dans sa première année, la CNAM vise à couvrir 17% de la population pour atteindre les 40% d'ici à 2025. Cette opération d'enrôlement va durer entre 6 et 9 mois et elle est gratuite. Le Centre ivoirien anti-pollution veut mettre sur pied un plan pour lutter contre les pollutions accidentelles en mer et dans les zones côtières. Une vision au cœur d'une rencontre d'échange initiée ce mardi par le ministère de l'Environnement autour de la question. Grace Kando. Les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières préoccupent le gouvernement ivoirien. Pour ce faire, un plan d'urgence de lutte contre ces effets néfastes est en cours de validation. Il va permettre de traiter l'ensemble des questions relatives aux pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Le présent atelier a pour objet d'organiser une consultation entre les parties prenantes afin de recueillir des avis et des commentaires sur le projet de plan proposé. Définir les responsabilités et assurer une intervention rapide et efficace en cas de pollution ou de menace de pollution par les hydrocarbures. 30 années après, ce plan mérite d'être revu pour l'adapter au contexte et aux enjeux actuels. 3 jours d'échange doublés d'un exercice de simulation en salle vont permettre aux participants de finaliser ce plan d'orientation en matière de lutte contre les pollutions accidentelles. Ça va nous permettre en fait de connaître les besoins de toutes les structures, de connaître en fait comment coopérer pour pouvoir trouver une solution idéale, pour pouvoir coordonner toutes les opérations que nous aurons à gérer en mer en collaboration avec nos navires, avec nos engins et avec le centre opérationnel marine. Cette rencontre, la 4e du genre, sera l'occasion de présenter enfin le plan de lutte contre les pollutions accidentelles et ses différentes articulations. Les délibérations pour le concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration, reprendront le 13 avril prochain. Annonce faite aujourd'hui lors d'un point presse animé par la directrice générale de l'école et son secrétaire général. Après quelques mois d'interruption, l'École nationale d'administration, ENA, va reprendre ses activités liées à l'organisation des concours. Les délibérations pour les concours professionnels débuteront le 13 avril et celles des concours directs le 20 avril 2015. L'annonce a été faite par Salamata Traoré, directrice générale de l'ENA, au cours d'un point presse. Le point de presse de cet après-midi a donc pour objectif d'informer les candidats, toutes les personnes concernées par le concours et l'opinion publique de la reprise donc des activités du concours à partir du 13 avril 2015. Après avoir donné des précisions sur le processus de délibération, Ernest Toui, secrétaire général, rassure les candidats que des dispositions sont prises pour leur garantir les mêmes chances de réussite. 9 équipes ont été constituées pour travailler sur les documents importants, notamment les listes de présence des candidats, les procès-verbaux de surveillance, les listes des membres des secrétariats, le nombre de copies et de coupons par matière et par cycle pour chaque concours. Nous demandons à tous les candidats de se connecter sur le site de l'ENA ainsi que celui de la fonction publique pour avoir toutes les informations utiles. Ce processus de délibération concerne au total 1208 candidats pour les concours professionnels et 23 929 candidats pour les concours directs. Pour ceux qui se rendent coupables de tricherie à ces concours publics ou à d'autres activités pas claires, voilà de quoi s'inquiéter. La police criminelle a mis aux arrêts ce lundi 2 individus. Les faits qui leur sont reprochés, escroquerie, faux et usage de faux, l'un répond au nom d'Olivier Goueteka, fonctionnaire, agent du ministère de la fonction publique de son État. Les faits avec Sephora Zegui et Konepar Gassoro. Beaucoup défilaient de la police économique. Elle vient de mettre fin aux activités de 2 individus
Le premier est fonctionnaire au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et le second se faisant passer pour un conseiller à l'Assemblée nationale. Ces deux individus prenaient entre 600 et 800 000 francs CFA aux candidats au concours de commis du Trésor. À l'issue de plusieurs plaintes, les éléments de la police économique réussissent à mettre ces deux personnes aux arrêts. Le commissaire divisionnaire de la police économique, Georges Dumandé, appelle les candidats à la vigilance et les exhorte à suivre la voie légale des concours en Côte d'Ivoire. C'est donc le lieu ici d'interpeller la population et surtout les candidats aux postes, à des postes à la fonction publique. Il y a une procédure. C'est celle de s'inscrire normalement comme tout le monde et de passer, comment dire ça, le concours, les tests et d'attendre comme tout le monde un résultat qui est un résultat officiel qui est proclamé par le ministère chargé de la fonction publique. En attendant qu'une enquête approfondie soit effectuée, Olivier et Francis ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Après plusieurs années d'attente, le Fonds de prévoyance de la police nationale vient de remettre à 86 policiers des chèques représentant leurs droits. Ce sont plus de 300 millions de francs CFA qui ont été décaissés. Une cérémonie pour marquer le moment a été organisée ce matin en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, compte rendu Roger Appé à Boussanogo. Plus de 300 millions de francs CFA remis par le Fonds de prévoyance de la police nationale à 86 fonctionnaires de police appelés à faire valoir le droit à la retraite. Ils ont reçu leur chèque des mains du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Je demande à tous mes frères, mes amis, mes collègues policiers, mes anciens collègues de croire à cette institution et d'abonner dans le même sens que nous. Selon le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, plus d'1 milliard d'arriérés de reversement de précomptes ont été effectués par le Trésor au compte du Fonds de prévoyance de la police nationale. Et une situation saluée par l'ensemble des fonctionnaires de police appelés à faire valoir le droit à la retraite. Occasion pour le directeur général de formuler des doléances au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour la prise en charge des policiers malades ou accidentés dans l'exercice de leurs fonctions. Le fonds va amorcer les chantiers de la relance de son activité pour renouer progressivement avec la croissance, se construire une assise financière et la consolider par des activités génératrices de ressources. Mais pour que cela soit, il faut que le gouvernement fasse droit à notre requête tenant à la prise en charge des blessés en service commandé. Ahmed Bakayoko leur a rendu hommage avant de prendre l'engagement de les soutenir dans leur nouvelle vie. Je vais continuer à faire en sorte que le Trésor puisse alimenter le fonds au moins pour ce qu'on vous doit. Et secondo, sur la question de la prise en charge du policier en service commandé, je m'engage déjà pour l'année écoulée, qui est 62 millions, à faire en sorte qu'on vous rembourse là. Vous m'avez parlé d'arriérés depuis 2006. Bon, il faut qu'on se rende compte. Créé en 2000, le Fonds de prévoyance de la police nationale vient en appui à l'État de Côte d'Ivoire dans la prise en charge des fonctionnaires de police à la retraite. Le ministère des Transports a choisi la prévention contre les accidents de la route en cette période de fête de Pâques. Le ministre Gaoussou Touré vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, lancement qui a eu lieu hier au corridor de Jesco dans la commune de Yopougon. Félix Amani, Grace Kando. La période pascale de 2014 a enregistré 195 accidents, bilan 15 morts et 508 blessés selon l'Office de sécurité routière OSER. 74% de ces accidents sont liés à des facteurs humains, la conduite en état d'ivresse, la vitesse excessive, l'indiscipline et l'imprudence. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, met cette semaine pascale à profit pour sensibiliser les usagers de la route à un comportement citoyen afin d'éviter cette année des accidents. L'occasion des fêtes de Pâques, comme vous savez, nous assistons à un déplacement massif des populations et avec pour corollaire l'accroissement des risques d'accidents. J'exhorte donc l'ensemble des usagers
à la prudence et au respect strict des règles du code de la route. Message bien perçu par les transporteurs qui entendent relayer l'information. Un conseil d'usage est donné à chaque entrepreneur, à chaque conducteur, à chaque équipage de cars, de camions, de véhicules urbains pour que nous puissions à tous les niveaux et à tout moment prendre des dispositions idoines pour observer les règles élémentaires du code de la route. Cette campagne de sensibilisation s'est soldée par un contrôle technique de certains véhicules et le contrôle d'alcoolémie. La renaissance pour les villages de Dieu-Roson et d'Elobli, ces bourgades avaient été dévastées par la crise post-électorale. Aujourd'hui, les populations sont de retour et ont retrouvé leurs habitations. Des maisons réhabilitées et ou reconstruites grâce au PAPC, le projet d'assistance post-conflit, qui en plus permet à ces populations de mener des activités génératrices de revenus. Le témoignage complet de Jeanne Atoubé vous sera proposé dans nos prochaines éditions. À l'étranger, le Nigeria, le principal parti d'opposition au gouvernement de Goodluck Jonathan, revendique la victoire de son candidat Muhammadu Buhari à l'élection présidentielle. Les résultats officiels définitifs ne sont pas encore connus, mais ce soir, Muhammadu Buhari, ex-général de 72 ans, qui se présente pour la 4e fois à la présidentielle depuis 1999, bénéficiait d'une avance de près de 3 millions de voix sur Goodluck Jonathan. Buhari serait élu avec 53,24% des suffrages. De nombreux Nigérians en liesse dans la rue redoutent néanmoins des violences à l'annonce officielle du vainqueur, bien que les opérations jusqu'ici se soient globalement déroulées sans incidents majeurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.